Pour aborder les conditions de vie de la population, dans le premier voyage, en 1997, il est évident qu'il y avait deux causes au problème que se posait la population. C'était d'une part l'embargo, qui empêchait l'arrivée notamment de médicaments, mais aussi de toutes sortes de produits industriels. Il y avait une très longue liste des produits qu'on n'avait pas le droit de vendre et d'entrer en Irak. Pour vous donner un exemple, j'avais fait partie d'une collecte de cahiers et de crayons pour les écoliers irakiens qui en étaient privés. Les cahiers, on pouvait les faire entrer, mais pas les crayons, parce que les crayons contenaient du graphite, et que le graphite peut servir à faire des explosifs. Autant dire que on ne pouvait pas trouver de crayons de quelque sorte que ce soit sur le territoire. Les deux secteurs qui avaient été le plus affectés et qui ont été le plus affectés par la guerre d'une part, la première, et l'embargo, c'est justement les deux fleurons de la République irakienne, c'est les deux domaines dans lesquels elle servait presque, si on peut dire, d'exemple, de phare au reste du monde moyen-oriental et arabe en général. C'était la santé et l'éducation. L'éducation parce que justement, il y a des écoles qui étaient touchées, le matériel scolaire n'arrivait plus, au niveau des universités, il y avait impossibilité de faire entrer des livres, et donc les librairies, puisqu'il y avait encore des librairies dans Bagdad où j'ai pu acheter des livres, mais c'était des livres anciens, il n'y avait rien de contemporain qui pouvait entrer. Et le pire, c'était le domaine de la santé, parce que les médicaments étaient pratiquement tous sur la liste d'interdits, et donc les opérations se faisaient, quand elles étaient obligées de se faire, sans anesthésie, sans antibiotiques, sans quoi que ce soit. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé à l'époque et qui était vraiment crucial. Moi, j'ai visité une grande pharmacie, dans la ville de Bagdad, où je suis passée par hasard, et j'ai discuté avec le pharmacien, qui me disait qu'il n'avait plus en tout et pour tout chez lui que du coton hydrophile, qui était une chose qui pouvait entrer. Et que, en fait, sa pharmacie n'avait plus de sens. Effectivement, il n'y avait rien du tout sur ses rayons ni dans ses réserves. Comment vivait-il? Bon, comme il vivait bien avant, il vendait progressivement une partie de son patrimoine, de son argenterie, des bijoux de famille, etc. Et puis, lorsqu'il n'aurait plus rien à vendre, eh bien, il partirait à l'étranger, comme beaucoup l'ont fait, pour des raisons économiques. Je ne parle pas de ceux qui s'étaient exilés pour des raisons politiques auparavant. Plus tard. L'autre cause qui ruinait le système de santé, c'était l'eau. Les usines de traitement d'eau avaient été bombardées comme site particulièrement stratégique, et donc il fallait remettre en marche ces réseaux pour distribuer de l'eau potable à la population. Ça s'est pas fait en un jour, mais ça s'est fait progressivement, mais pas sur l'ensemble du territoire. Ça n'a pas eu le temps, si je puis dire. Par contre, l'électricité, qui elle-même avait été saccagée par les attaques et les bombardements, a été très vite remise en place et rétablie. Si bien qu'on voyait des lumières, aussi bien dans Bagdad ville lumière, c'était éclairé jour et nuit, les rues étaient éclairées la nuit, et même la campagne, dans la campagne on voyait des lampes qui, même dans le jardin, enfin dans le petit terrain qui se trouvait devant une tente de bédouins ou un campement de bédouins ou un petit village ou un mini-village. Il faut dire qu'en Irak, et c'est encore le cas maintenant, sauf que maintenant ils n'ont plus d'électricité, on paie simplement un droit pour avoir de l'électricité. On paie un abonnement au fait qu'on a l'électricité chez soi, mais on n'a pas de compteur de consommation. Donc on peut consommer on pouvait consommer comme on voulait, il n'y avait pas de problème de fourniture d'électricité. En 1997. Le ramassage des ordures avait été remis en place. On ne voyait pas d'ordures aux alentours des villes, à l'intérieur bien sûr non. Le travail
reprenait petit à petit. Alors c'était un point qui était encore faible. Beaucoup de gens nous avaient dit qu'ils étaient obligés de faire 2 travails pour vivre. Par exemple, un instituteur faisait cours le matin jusqu'à 15 heures et en fin d'après-midi, il allait travailler un peu chez un petit commerçant, marchand de légumes ou autre, pour l'aider et avoir donc un salaire convenable. On voyait dans les rues les écoliers qui défilaient en entrant ou en sortant, tous avec leur petit uniforme, comme c'était l'habitude dans le pays, avec leur cartable sur le dos, et ça on l'a vu du nord au sud. Les vêtements des gens aussi étaient très variés. Il y avait des mini-jupes, il y avait des jupes à taille moyenne, et il y avait aussi des femmes avec des robes longues et puis des foulards. Ces foulards étaient quelquefois noirs, en particulier dans la campagne, mais pas toujours. On voyait aussi de très belles élégantes qui avaient des voiles translucides, jaunes, rouges, etc. Il y avait une variété de populations qui était très nette. De même qu'il y avait les églises qui étaient ouvertes, on a pu assister à un baptême syriaque à Bagdad, à une messe à Mossoul, etc. Et puis les mosquées fonctionnaient, on est entré dans les mosquées. 2010, tout a vraiment changé. Alors qu'on voyait en 97 un pays qui avait été fortement affecté et qui était toujours sous embargo, mais qui se reconstruisait, en 2010, on voit un pays détruit, ruiné. Moi, je n'ai vu que le sud, mais on peut en déduire que c'est valable pour le centre et l'ouest du pays de la même façon. L'occupation qui a suivi la guerre a déplacé les populations. Les populations qui ont été déplacées autoritairement et amenées pour faire une sorte de regroupement confessionnel, ce qui n'existait pas avant, n'ont pas pu, ou n'avaient pas les moyens, de trouver des logements en ville, dans le centre des villes. Ils se sont donc installés à la périphérie et il y a maintenant en Irak des bidonvilles. Des bidonvilles comme dans le tiers-monde, énormes. La ville de Nasiriyah est passée de 200 000 habitants à 500 000 habitants. Les 300 000 habitants n'ont pas pu occuper le centre de la ville. Ces populations, y compris d'ailleurs celles qui sont dans les centres-villes, ne bénéficient pas, alors que les forces américaines sont là depuis 2003 et sont censées reconstruire, ont débloqué des budgets énormes pour la reconstruction de l'Irak. En fait, le gros du budget est passé dans le pétrole, la situation du pétrole, qui n'a pas encore atteint le niveau qu'elle avait de production avant 2003. Même là, il y a coulage, si on peut dire, des fonds. Et en tout cas, les fonds qui étaient destinés à ramener l'eau, un système d'eau potable et une production d'électricité aussi ont disparu, sûrement pas dans la nature, mais en tout cas n'ont pas abouti à un changement notable. Au contraire, il y a détérioration, il n'y a pas de traitement des eaux usées, ni dans les banlieues, ni dans les villages, ni dans les bidonvilles. Au centre des villes, près des grands bâtiments gouvernementaux ou des hôtels de luxe qui se sont construits, qui sont quasiment déserts, où descendent les hommes d'affaires ou les touristes que nous étions. Là, il n'y a pas, on voit des poubelles sortir et être ramassées. Mais partout ailleurs, il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de ramassage, il y a des tas d'immondices qui sointent un peu partout et dans lesquels jouent les enfants, les moutons, etc. Donc pas d'eau. Un chômage énorme, puisqu'on estime la population restant en Irak à 27 à 30 millions et qu'on dénombre 3 millions de salariés, essentiellement d'ailleurs dans la police et dans l'armée. Et aussi après le petit commerce. Les infrastructures de l'État ont été détruites,
il y a une sorte de mise en marche forcée de décentralisation dans les différents gouvernements, et donc une corruption décentralisée également. Au lieu que ce soit simplement le gouvernement central qui profite des détournements de fonds, et comme on a encouragé le système tribal, un retour à un système tribal, ce sont un petit nombre de personnages qui profitent aussi des coulages dans les différents gouvernements. Le gros problème, on était en été, on commençait l'été, c'est l'électricité. Pas d'électricité ou peu d'électricité, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 2 heures d'électricité publique par 24 heures qui arrivent à être distribuées. Dans un pays où il fait 50 à 55 degrés de la fin du mois de mai jusqu'au mois de septembre, ça prend des allures de catastrophe nationale. Il est évident que les frigidaires ne peuvent pas fonctionner, les climatiseurs non plus, alors que ça faisait partie de l'équipement de base, j'allais dire, de tous les Irakiens, c'est bien à la campagne ou à la ville. Et même dans les hôtels de luxe, ou dans le centre-ville bourgeois, si je puis dire, de Nasiriyah, les coupures d'électricité étaient fréquentes. On rentrait dans un restaurant qui était éclairé, puisque généralement on se protège du soleil, il n'y a pas trop de grandes vitres qui sont ouvertes, donc c'est assez sombre. On avait de l'électricité pendant le temps de passer une commande généralement, et puis on était dans le noir le temps que ce restaurant ou ce grand hôtel bascule sur son propre groupe électrogène. Puis il y avait à nouveau une coupure parce que le groupe électrogène essayait de basculer sur autre chose, les groupes de quartier qui avaient été payés par les habitants des quartiers, et ainsi de suite. Ces coupures se passaient jour et nuit. Et au total, selon les endroits où se trouvaient les gens, ils pouvaient avoir soit 2 heures, mais pas en continu, 2 heures d'électricité publique, quelquefois 4 heures d'électricité publique. Ce qui faisait dire à un des manifestants, puisqu'il y a eu des manifestants, quand on nous a bombardé des installations électriques, Saddam les avait rétablies en 48 heures, les Américains sont là depuis 2003, et on n'a toujours que 2 heures d'électricité. L'argent passe forcément quelque part. Après notre départ, quand on est retourné au Koweït, on a lu la presse et on a vu que les grèves pour l'électricité avaient été déclenchées. Il y avait des manifs importantes à Bassora d'abord et puis à Nasiriyah ensuite, mais des vrais manifs, c'est-à-dire pas qu'on nous montre quand on nous montre des regroupements de populations en colère en Palestine ou ailleurs, où on voit toutes sortes de drapeaux verts et noirs et beaucoup de femmes voilées, etc. Là, c'était des manifs comme on en a l'habitude en Occident, avec des banderoles, service d'ordre. Sur les banderoles, on pouvait voir notre électricité, où est passé l'argent de notre électricité, gouvernement corrompu, gouvernement local corrompu également. Et il y a eu un mort, puisque la police a tiré, un mort à Bassora et 14 blessés, si je me souviens bien. Il y avait des blessés aussi dans les forces de l'ordre. Et à Nasiriyah, il y avait beaucoup plus de personnes qui ont manifesté encore le lendemain. Et là, il y a eu seulement des blessés. Et chose assez amusante, la presse rapportait qu'un capitaine était passé avec son petit groupe du côté des manifestants pour les soutenir. Et évidemment, ce capitaine avait été rétrogradé et arrêté dès le lendemain. Les grèves se sont étendues après. J'ai vu qu'il y a eu grève à Bagdad, qu'il y a eu grève à Tikrit, mais ça je l'ai vu dans la presse par la suite. Donc, un pays sans électricité.